Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la crise anglophone sera-t-elle enfin inscrite à l'ordre du jour de la session parlementaire de mars 2021? Rien n'est moins sûr. Les accidents mortels, la crise sanitaire et les défis sécuritaires étaient au menu des discours des doyens d'âge. Au sein de l'opposition, les députés se mobilisent afin d'adresser les préoccupations des Camerounais. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Une pluie d'hommage pour le bâtonnier Charles Patié-Tchakounté. Une procession a été organisée dans la ville de Douala. Ses confrères se sont mobilisés eux aussi pour lui rendre hommage et l'accompagner dans son ultime voyage. Les témoignages sur le bâtonnier Charles Patié-Tchakounté, vous les suivrez dans ce journal, tout comme les derniers propos d'Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre ivoirien décédé des suites d'un cancer. La République de la Côte d'Ivoire qui est en deuil et le continent africain qui salue un grand serviteur de l'État ivoirien et un grand homme d'État africain. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une paroisse de l'Union des Églises Baptistes évangéliques du Cameroun est scellée sur ordre du préfet du Mfundi, situé à Nilan Bastos à Yaoundé. Ce temple de Dieu est devenu le temple du désordre et le foyer de rude bataille autour du contrôle de la gestion des fonds de cette congrégation religieuse. Cela fait une dizaine d'années que les démons de la division hantent cette église à tel point que les fidèles ne savent plus à quel sens se vouer. Comment en est-on arrivé là? C'est une enquête signée Rodé Ngassi et Marcelin Gansop. Voici la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous sommes le 21 février 2021 et l'une des factions qui lutte pour le contrôle de l'église s'offre un spectacle en plein culte devant des fidèles médusés. C'est en fait la face visible d'un conflit qui perdure et qui a pris des tournures inquiétantes depuis le début de l'année. La faction qui gère actuellement l'église se défend. Le président continue donc à instrumentaliser un certain nombre de personnes à l'église de Yaoundé. À la tête de ce nombre de personnes se trouvent donc deux fonctionnaires de police, dont l'un est commissaire, l'autre est officier de police. Le sous-préfet a trouvé qu'il y avait deux camps, justement le camp des policiers, représenté par deux fonctionnaires de police, et le camp de pasteurs, représenté par moi. Et le président national vient s'ingérer pour donner son aval. Et d'ailleurs, nos textes ne permettent pas à un président national de venir s'ingérer dans la gestion interne d'une communauté, parce que nous avons une certaine autonomie dans la gestion. En face, il y a une autre faction qui a été vomi, mais qui bénéficie de l'onction du président de l'Union des Églises évangéliques du Cameroun. Malheureusement, du fait de leur statut de fonctionnaire de la Sûreté nationale, il nous est impossible d'avoir leur version des faits. Joint au téléphone, les fondeurs crient eux aussi à la manipulation et disent être dans leur bon droit. Toujours est-il que c'est fort de ce bicéphalisme qui ne dit pas son nom et des multiples menaces à l'ordre public et à la paix sociale que le préfet du Mfundi a ordonné la fermeture de ce temple du désordre le 2 mars dernier au grand désarroi des fidèles qui ne savent à quel sens se vouer. C'est vrai que j'ai appris ça, mais je ne croyais pas. Je ne croyais vraiment pas parce que c'est un problème qui existe depuis. Mais bon, on pouvait résoudre, pas quand même fermer la maison de Dieu. Les soirs de l'OM, mais à ma grande surprise, je trouve qu'on a fermé l'église. On espère que c'est pas pour longtemps parce que c'est vraiment tenu. On espère vraiment que ça va bien se passer, on va venir ouvrir. À ma grande surprise, je vois comment on a célébré vrai. Je suis obligé de rentrer. Et je suis sur la moto, je suis venu juste pour voir si on a célébré vrai. Il faut que le gouvernement puisse faire quelque chose pour qu'il décèle au moins. Mais il faut qu'il arrange d'abord le problème. L'incertitude est d'autant plus grande que chacune des parties campe sur sa position. D'ailleurs, l'affaire a été portée devant les juridictions compétentes. Quant aux fidèles, ils s'en remettent à l'arbitrage de ces autorités, à moins que le Saint-Esprit ne descende pour apaiser les cœurs de ceux qui se battent pour le contrôle de la paroisse de Nilon de l'Union des Églises évangéliques du Cameroun.
Depuis la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement multiplie les annonces de mesures visant à freiner la propagation du Covid. Dans le secteur des transports, le ministre Masséna Ernest Ngale Bibere a sommé les transporteurs d'éviter la surcharge, sinon le permis de conduire sera suspendu et ensuite retiré en cas de récidive. Les passagers doivent également porter des masques, sinon ils ne devraient pas être admis dans les transports périurbains et interurbains. Malgré ces mesures annoncées par le gouvernement, rien n'est respecté dans la capitale économique du Cameroun. Le constat a été fait ce jour. Les chauffeurs de taxi évitent de demander à leurs passagers de porter les masques. Ils continuent dans la surcharge, disent-ils, pour avoir la recette journalière indispensable pour nourrir aussi leur famille. C'est le constat que font Dallas Kana et Vivien Tonfac dans ce reportage. Bessenga Douala. Ce taxi quitte le point de chargement en direction de Bonabéry. Des 6 personnes à bord. 5 n'ont pas de masque de protection faciale. Il y a certains clients, quand tu le demandes, mon frère, va payer le masque là-bas. Il dit, mais pourquoi on ne peut pas m'offrir un masque dans ta voiture? Ou bien pourquoi dans la voiture, tu peux pas m'offrir un masque? Oui, on est juste un passager, mais ils nous disent que la maladie n'existe pas, qu'il n'y a pas encore eu le cas du coronavirus au Cameroun, que jusqu'ils ont vu. Bon, quand on laisse les trucs du corona là, parce que tu sais, bon, on est obligé de les porter, puisque nous avons travaillé, on ne peut pas laisser un passager, parce que le travail est dur. Le conseil est le même au lieu du rond-point d'Eido et rond-point 4e. Où tout se passe dans le secteur des transports urbains par taxi, comme en temps ordinaire. Pourtant, un récent texte du ministre en charge des transports au Cameroun rend obligatoire le port de cet outil de prévention contre le Covid-19 à toute personne dans un taxi. Mais malgré les mesures coercitives contenues dans le texte, notamment le retrait du permis de conduire à tout contrevenant, les conducteurs de taxi ne manquent pas d'arguments pour justifier leur indifférence vis-à-vis de la décision ministérielle. Nous n'avons pas droit à respecter ces minutes parce que les ministres eux-mêmes sont problème. Dernièrement, il y avait le conseil de Fali, les funérailles sont au village, depuis de 110 places, personne n'y respecte. Vous voyez du coup, nous n'avons que 5 places. Vous voyez le long bus de 110 places qui transportent des gens sans masque. La preuve en est combien de personnes de masque? Il n'y en a que 2, j'ai transporté plus de 100 personnes qui n'ont pas de masque. Le bon exemple de certains passagers n'est guère suffisant pour susciter une prise de conscience collective. En fait, s'ils n'ont pas de masque, si moi j'ai mon masque, ça va. Entre passer à la répression ou accentuer la sensibilisation, le gouvernement camerounais doit trouver la bonne formule pour enfin se faire écouter. Cette crise sanitaire et les accidents mortels de la circulation ainsi que les défis sécuritaires étaient au menu du discours de la doyenne d'âge à l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Laurentien Nkwan-Fege ignore le mauvais état de la route pour ne fustiger que la mauvaise conduite parmi les causes des accidents survenus à Tchang et Ndikimineki. La députée RDPC évite les préoccupations autour du vaccin anti-Covid, mais exhorte les populations à se ruer vers le vaccin contre la polio qui refait surface à Yaoundé. D'autres précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. Dans l'attente de l'élection d'un nouveau bureau, c'est la doyenne d'âge qui prend la parole sur le perchoir de l'hémicycle. L'honorable Laurentine Kouafege dénonce les tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais au sein de l'UDC, l'on souhaite qu'au-delà du discours, la question de la crise anglophone soit véritablement inscrite à l'ordre du jour de cette session parlementaire. Nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous attendons à ce qu'on aille plus loin que le discours en inscrivant à l'ordre du jour de cette session le débat sur la crise anglophone. Cela permettra au Parlement, plus de 4 ans après le déclenchement de cette crise, de donner sa vision dans la gestion de cette crise et d'apporter des solutions pour qu'on aille à la résolution définitive de la crise, parce que seule la résolution de la crise arrêtera ces crimes crapuleux que nous décrions dans le discours. La doyenne d'âge fait également savoir que cette fois, les députés sont prêts à accomplir pleinement leur mission en ce qui concerne notamment le contrôle de l'action gouvernementale. Il était temps, clame-t-on au PCRN, d'autant que gabégie et désinvolture dans l'utilisation des ressources ont longtemps fait leur lit au sein du gouvernement.
Il y a un peu trop de désordre dans le gouvernement, un peu trop de gabegie, un peu trop de laisser-aller, un peu trop de condescendance. Et les gens font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ça peut se voir dans leurs attitudes. Des fois, quand ils viennent ici au Parlement, comme ils sont du RDPC et que c'est leurs camarades qui sont majoritaires à l'Assemblée, ils pensent qu'ils peuvent faire du pays ce qu'ils veulent. Que la doyenne d'âge les dit, j'espère qu'elle trouvera dans sa sagesse la force de traction pour que cela puisse véritablement voir le jour. L'un des aspects sur lesquels les députés devront redoubler de vigilance, c'est l'exécution des travaux de construction des routes. Il semble qu'à ce niveau, la gestion des fonds n'est pas tout à fait claire, selon le STF. Les députés doivent effectivement contrôler où vont les fonds chargés de refaire nos routes. Et ça a été notre souhait, nous avons bagarré et c'est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Nous allons débattre, on va voir effectivement si les fonds destinés pour refaire les routes sont utilisés dans le bon sens. La session parlementaire qui s'ouvre s'annonce houleuse. Les membres du gouvernement qui répondront aux questions orales des députés devront bien préparer les arguments pour convaincre. Vous venez de suivre les réactions des députés à l'ouverture de cette session parlementaire de mars 2021, ceux de l'UDC qui se sont exprimés en faveur de l'inscription de la crise électorale, la crise anglophone, à l'ordre du jour de la session parlementaire. L'un des enjeux également de la session, c'est le renouvellement du bureau à la Chambre haute du Parlement. Et à ce sujet, le SDF se dit prêt à assumer les importantes charges de président du Sénat si le RDPC est incapable de trouver un remplaçant à Marcel Nyat Ndifendi, éprouvé par son état de santé. Dans les rangs du parti au pouvoir, l'épineuse question de la succession à la tête du Sénat est embarrassante. Des parlementaires RDPC préfèrent s'appesantir sur la résurgence de la pandémie du Covid-19. Il faut préciser, comme vous le voyez en image, que la séance d'ouverture était présidée par le doyen d'âge, Chief Victor Moukete. Les sénateurs ont tous noté l'absence de Marcel Nyat Ndifendi. Je vous invite à présent à suivre les réactions du sénateur Henri Kemende, sénateur SDF du Nord-Ouest, et Charles Belamoki, sénateur RDPC dans le Sud-Ouest. Il ne faut pas que ça soit comme le prière de la Bible, le prière de Jésus-Christ, qui dit que comme c'était hier, comme c'est aujourd'hui, comme ça sera demain. Il faut que ça change. Il faut qu'on ait les gens qui sont actifs. Il faut faire le choix de gens qui sont capables. J'aimerais dire que vraiment si le RDPC manque de gens à mettre à la présidence du Sénat, il faut qu'ils tournent vers le SDF. On a quand même les membres capables. Moi, je peux exercer ces fonctions. Il ne faut pas que vraiment on maintienne le même bureau, même quand on sait que vraiment il y a les gens, il y a les postes là, que vraiment ce n'est que le nom qui occupe ça. Je sors du Nord-Ouest et la guerre contre les Amazoniens, quand ça continue, ce que je dénonce dans cette guerre, c'est la punition collective qui règne dans ces deux régions. Il suffit seulement qu'on dit qu'un Amazonien est passé par cette palais de congrès et tout le monde est arrêté. Et on les amène et on commence à les interroger et ils sont après la torture. Non, il faut qu'on prend le temps pour chercher les criminels au lieu de faire souffrir les innocents. Notre présence à Yaoundé doit adresser les élections des nouveaux bureaux et on va aussi mettre en place les autres commissions du Sénat. Mais aujourd'hui, on avait particulièrement l'adresse des doyens d'âge de notre Sénat. Il a pris note pour que tous les engagements qu'on a pris à l'année dernière sont adressés par le président de la République. Et on a atteint certains résultats qui sont amenés l'atmosphère qu'on a vue dans notre pays aujourd'hui. Mais il reste aussi le grand challenge de Covid-19 et c'est un moment aussi pour que le Sénat accompagne le gouvernement d'essayer de voir comment on va battre cette pandémie. Restons dans les couloirs du Parlement pour évoquer cette sortie de la doyenne d'âge à l'Assemblée nationale, elle qui ignore
les mauvais états des routes pour ne fustiger que la mauvaise conduite parmi les causes des graves accidents mortels survenus ces derniers mois dans la région de l'Ouest et dans la région du Centre. Elle n'a pas souhaité s'exprimer sur la question relative à l'administration du vaccin anti-Covid, mais exhorte les parents à se ruer vers le vaccin contre la polio qui refait surface à Yaoundé. Les points saillants de son discours sont évoqués dans ce reportage signé Joël Essengue et Ike Cyril. Donc de cette sortie de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale qui s'est exprimée à l'ouverture de la session parlementaire. Des précisions dans ce reportage signé Joël Essengue et Ike Cyril. Et reviendront. Parlons à présent de nos envoyés spéciaux du côté de Congo-Brazzaville, là où le président sortant, candidat à sa propre succession, s'est rendu dans le nord-est du pays afin de présenter son projet de société face aux préoccupations de plus en plus importante des populations. Durant ce meeting, des ressortissants de la sous-région Afrique centrale ont effectué le déplacement pour suivre le candidat du parti au pouvoir. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Gladys Sidje et Eric Watat. Mfondo, cette ville du nord-est du pays accueille le candidat du parti au pouvoir, Denis Sassou Nguesso, pour cet autre jour de campagne électorale. Eh bien, ce qu'il faut savoir sur Mfondo, c'est que c'est une localité cosmopolite qui accueille les ressortissants de plusieurs autres pays voisins. La République centrafricaine, ils sont nombreux à avoir fui les troubles pour se réfugier ici depuis bientôt 5 années. Nous sommes ici depuis 5 ans par rapport à la guerre qui était passée en Centrafrique. Alors nous étions déportés ici, nous avons fui la guerre depuis Centrafrique pour être ici au Congo, précisément à Ifondo. Et le temps que nous avons passé ici, nous sommes bien reçus par le gouvernement congolais et les réfugiés sont bien protégés, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de quoi, nous sommes en paix. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, par rapport aux manifestations du vote, tous les Centrafricains résidant ici à Ifondo, nous sommes derrière le président Sassou Nguesso par rapport à ses bienfaits. Que nous sommes au Congo, nous sommes en paix, nous n'avons pas de difficultés, il y a des problèmes de guerre ou de ça, non, sur nous les Centrafricains, c'est vraiment calme. À côté des Centrafricains, il y a des Quinois, ils ont quitté la RDC et ont trouvé refuge ici à Mfondo, leur désormais terre d'accueil, et ils s'y sentent plutôt bien. Les relations de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus ici pour notre candidat Denis Sassou Nguesso, à cette élection qu'il passe une fois pour toutes. La ville de Mfondo apporte son soutien au candidat Denis Sassou Nguesso pour l'élection du 21 mars prochain. Ils sont des enfants, des hommes, des femmes, des personnes âgées constitués en associations qui ont fait le déplacement afin d'accompagner Denis Sassou Nguesso pour cette campagne électorale ici au Congo-Brazzaville. Pour Equinox Télévision, depuis la localité de Mfondo dans le nord-est de la République du Congo-Brazzaville, envoyés spéciaux, nous sommes Eric Florent Watat, Carlos Minoué, Kizogo et Gladys Sidje. Une pluie d'hommage après le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décès survenu hier en Allemagne des suites d'un cancer selon l'annonce officielle. Vous le voyez en image, c'était en juillet 2020 lors de sa nomination en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire, juste après le décès de Amadou Gon Coulibaly, qui venait alors lui aussi d'être confié, de pouvoir accéder à ce poste et d'être désigné comme candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pluie d'hommage. Première réaction, celle d'Alassane Dramane Ouattara. Aux yeux du président ivoirien, il était un grand homme d'État, un modèle pour la jeunesse ivoirienne, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. La classe politique ivoirienne exprime sa consternation en cette douloureuse circonstance. Pour l'ancien président Henri Konan Bédié,
La Côte d'Ivoire perd un homme de conviction et de compromis. Le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo s'incline avec respect devant la mémoire de ce grand serviteur de l'État. Sa disparition est ressentie par le président Laurent Gbagbo comme celle d'un ancien collaborateur et d'un jeune frère. Le président de la République du Cameroun a pris connaissance de la triste nouvelle du décès d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien. Dans un télégramme, Paul Biya salue la mémoire de cette haute personnalité politique qui aura servi son pays avec engagement et détermination. Pour le chef de l'État camerounais, sa disparition est assurément une grande perte pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le gouvernement et la nation ivoirienne. En cette douloureuse circonstance, le président Paul Biya adresse à sa famille, au RHDP, au gouvernement ivoirien, ses sincères condoléances et la compassion fraternelle du peuple camerounais. C'est en substance le télégramme officiel du chef de l'État du Cameroun adressé à son homologue ivoirien. Cet après-midi, dans un contexte marqué, comme vous le savez tous, par notre grande vigilance à la Covid-19, les mesures barrières, je vois que chacun de nous aussi a un masque. Je crois que c'est pour la bonne cause. Je veux en tout cas vous dire le plaisir que j'ai de vous revoir tous et vous remercier pour votre soutien. En tout cas, la politique que nous menons, aux actions que nous menons ici à Bobo, et de votre engagement à nos côtés pour que nous puissions réaliser tout ce que nous avons décidé de faire pour Abobo. Aujourd'hui, nous entamons une phase importante dans la consolidation de notre démocratie. C'est bientôt les élections législatives. C'est à côté, c'est la mairie qui gère au quotidien vos préoccupations. Ce sont les représentants. C'était l'une des dernières interventions médiatiques d'Ahmed Bakayoko le 10 février 2021, à quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives et municipales. Il faut préciser qu'il était le maire d'Abobo et l'un des acteurs importants dans la vie socio-économique et culturelle de la Côte d'Ivoire. La grande famille artistique africaine lui rend également un vibrant hommage. Au Cameroun, autre hommage rendu cette fois-ci au bâtonnier Charles Patié Tchakounté. Ses confrères avocats ont effectué ce jour une procession en plein cœur de Douala dans le but de l'accompagner dans son ultime voyage. L'hommage judiciaire qui devait être rendu à la Cour d'appel du littoral a été annulé. Seul l'hommage judiciaire à la Cour suprême est maintenu ce soir. Ce sont des recueillements à son domicile à Douala. Les confrères avocats de Charles Tchakounté Patié ont salué la mémoire d'un brillant avocat et d'un grand bâtonnier. Je vous invite à les écouter. Parce que c'est quelqu'un que j'ai accompagné durant les dernières heures de sa vie. Et lorsqu'il prenait l'avion pour partir en France, il m'a dit « Dorothée, je serai à ton mariage le 21 novembre 2020. » Malheureusement, il n'est pas venu. Son sens philanthropique, être au secours même déjà en fait de ses jeunes confrères, de ses membres. Et je pense que son sens, son franc-parler m'aura beaucoup marqué. Et vous pouvez déjà en fait voir ses sorties quelques mois même déjà avant son décès. Donc un homme, je puis simplement dire aussi, c'était un envoyé de Dieu. Il a accompli une mission. Maintenant qu'on les a perdus, on ne sait pas si lui qui va lui remplacer, si ce n'est pas un avocat de Nord-Ouest ou Sud-Ouest, va continuer dans le même chemin. L'initiative de la fondation Fouatoula Kadi de Fosso et le groupe Kadi suscite de plus en plus l'intérêt des femmes.
Nous en reparlons ce soir. C'est un programme qui a un énorme succès et intéresse des femmes actives, désireuses de se réaliser sur le plan professionnel et d'impacter sur leur communauté. Il s'agit d'une ambition que s'est donné le groupe Kadi d'apporter un support à des centaines de femmes dans la formation professionnelle et ce, dans plusieurs filières. Reportage. My name is Batiita Obenebong Eban. I was a participant of the first edition of the Kaji Foundation Scholarship 2017. Je suis Fendi Céleste Martin, lauréate de la promotion 2019-2020 des bourses pour la Journée internationale de la femme qu'offre la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso en option infographie. Moi, c'est Adèle Tchadi Mamba Adèle, lauréate de la première promotion pour les bourses de la formation offertes par la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso, option mécanique automobile. Je m'appelle Blanche Messon, je suis lauréate de la formation de bourse de la Fondation Kadi de Fotso. Promotion 2019-2020. Je m'appelle Gefo Karine. Je suis l'une des lauréates de la bourse de 2019-2020. Moi, c'est Zodio Pane Dominique, lauréat de la Fondation Fouatoula Kadi de Fosso de l'édition 2019. Comme ces dames, elles sont une centaine de femmes ayant bénéficié des bourses en formation professionnelle offertes par la Fondation Fouatoula Kadi de Fosso en partenariat avec UCB depuis plusieurs années. Cette expérience unique qu'offre la fondation du groupe Kadi aux femmes âgées entre 20 et 45 ans s'explique. The Fouatoula Kadi de Fotso Foundation Scholarship Program is a program that was designed to empower young ladies between the ages of 20 to 45 years old in different domains. Either you choose to go for a training program or you have a project which you want us to finance. Programme baptisé International Women's Day Scholarship, cette initiative contribue à former les femmes dans plusieurs filières et à financer leurs projets, leur permettant ainsi d'apporter leur pierre à l'édification de la société camerounaise. J'envisage de devenir photographe professionnel et il me fallait acquérir des compétences et du savoir-faire. Alors lorsque l'opportunité s'est présentée, j'ai postulé et j'ai été retenue. Je l'ai choisi dans la mesure où c'était là-bas une bourse où je ne payais pas de formation. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui payait pour que tu sois formé. Les valeureuses lauréates ont affronté les formations avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Well, I chose renewable energy, precisely solar energy, because it was like a dream come true. Growing up, we had a lot of issues with respect to electricity, and it got me thinking, like, what could be the solution? What if I am that solution to probably the younger generation, those who might be suffering like I suffered when I was younger? So I was like, why not? The sun is free of charge and it comes out every day. J'ai beaucoup apprécié et c'est la raison pour laquelle je me suis investie énormément. Parce qu'il ne fallait pas décevoir la fondation. Il fallait sortir le meilleur qu'il y avait en moi, en fait. J'ai choisi cette formation parce qu'il donnait l'opportunité aux jeunes femmes de réaliser leurs rêves dans le monde de l'emploi, pour pouvoir m'affirmer en tant que femme, pas seulement en tant que maman, mais en tant que femme, et pour être aussi indépendante financièrement. Une femme doit effectivement être autonome. Cela permet non seulement de se prendre en charge soi-même et d'éviter vraiment certains métiers pas très bien, en fait. C'est avec beaucoup d'émotion que les bénéficiaires du programme de bourse remercient UCB et la Fondation Fouatoula Kadi de Fosso. Je dis grandement merci à la Fondation Fouatoula Kadi parce que c'est pas donné. D'être subventionné à ce point-là, c'est pas donné. Ah, merci, je ne sais pas à quel degré. Ils sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Merci grandement à la Fondation Fouatoula Kadi de Fosso. What the foundation is trying to tell the women is that they can dream again, irrespective of what they have, irrespective of their backgrounds. They still have the opportunity to dream. Je crois que je peux écrire un livre sur la Fondation Fouatoula Kadi de Fosso parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de faire des formations, qui ont envie de faire des formations, mais parfois n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire ou parce que la famille n'en a pas, ou parce que la famille refuse. Mais le fait que la Fondation nous donne cette opportunité-là, je pense qu'il n'y avait pas meilleure opportunité véritablement. Merci vraiment est trop petit parce que la Fondation ne peut pas savoir ce qu'elle a fait dans ma vie en fait.
Parce qu'aujourd'hui, je peux aspirer vraiment à sortir de la pauvreté, de la galère, parce qu'avec ce travail, je peux vraiment avoir préparé un avenir meilleur en fait pour ma progéniture. Je dis vraiment un très très grand merci à la Fondation et je prie le Seigneur chaque jour vraiment qu'il continue à donner la force pour que la Fondation continue à aider les jeunes filles comme moi. Je veux dire grand merci à la Fondation pour tout ce qu'ils ont fait, pour le suivi du début jusqu'à la fin. Grandement merci à la Fondation parce qu'ils ont changé ma vie, ils ont changé radicalement ma vie. Le mécanisme de participation est simple. 2021, we want to encourage all the young ladies who have dreams, who have passions, who want to do something about their lives to simply go to our website www.sa-ucb.com and click on the link which you see and then you get registered. Avec la Fondation Fouatoula Kajide-Fosso, ensemble pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme, pour des femmes africaines toujours plus fortes et autonomes. Une femme autonome. Oh là là, c'est trop bien. Il est très important pour qu'une femme soit autonome parce que ça fait partie de son épanouissement. Se lever chaque matin, faire ce qu'on aime, ça rend heureux. En tant que femme, j'encourage toutes les femmes à chercher à gagner leur pain quotidien par elles-mêmes en faisant surtout ce qu'elles aiment. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.sa-ucb.com et participez au programme jusqu'au 31 mars 2021. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Renouvellement du bureau du Sénat au Cameroun, le Social Democratic Front se dit prêt à trouver dans ses rangs un remplaçant à Marcel Ndifendi. Les sénateurs SDF critiquent ainsi l'absence observée depuis plusieurs sessions parlementaires du président du Sénat, encore durant cette ouverture de la session parlementaire de mars 2021. Il a brillé par son absence. Selon ces parlementaires, c'est pour des raisons de santé. Il souhaite ainsi mettre la pression sur les parlementaires RDPC pour le renouvellement du bureau du Sénat, la chambre haute du Parlement. Mais sur la question, les sénateurs RDPC sont très réservés. Ils semblent embarrassés par cette question et préfèrent ne pas s'exprimer sur ce sujet. Voilà, Cédric, c'est donc l'essentiel de l'Equinox Soir deuxième partie. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous lundi. 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Bonsoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de nos invités en plateau, le docteur Etoa Roger et Jonathan Batengene. Nous allons retrouver un peu plus tard dans l'émission le professeur Jean-Thio Prévost depuis Montréal au Canada et docteur Nokam Ghislain à Deauville. Nous sommes en France. Jonathan Batengene, le SDF qui pense que on peut trouver dans ses rangs quelqu'un qui peut remplacer Marcel Ndifendi. Par quelle alchimie, selon vous? C'est une véritable alchimie. C'est peut-être un rêve, bien un objectif, mais ça reste peu atteignable. Parce que lorsque vous regardez la configuration au Sénat, la dominance est majoritairement RDPC. Les possibilités même qu'un candidat du SDF prospère avec les sensibilités RDPC pro-opposition sont également faibles. En plus, il y a la fameuse discipline du parti qui prévaut toujours à RDPC. Donc, c'est un objectif qui est louable, mais qui reste difficilement atteignable. Maintenant, le SDF a bien fait de signifier l'absence du président actuel du Sénat ou du président sortant du Sénat. Et c'est une interrogation qui se pose parce que dans le contexte institutionnel, vous savez qu'on a souvent défendu des postures républicaines.
dans un contexte institutionnel tel que, en l'absence du président, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, il y a matière à s'interroger lorsque ce dernier lui-même n'assiste pas aux séances de travail du Sénat. Est-ce que la solidité de nos institutions est garantie par les personnes? Ça, c'est la séance d'ouverture, c'est pas... Tout à fait. Peu importe quelle soit la séance d'ouverture. La session de mars. C'est encore une raison de plus pour que le président fût présent pour l'ouverture des débats. Le fait qu'il soit absent, ça pose une question sur une interrogation légitime sur la solidité de nos institutions dans le process républicain qui est défini par notre Constitution. Est-ce que le président du Sénat est effectivement quelqu'un apte à mener, à gérer l'intérim si il arrivait une situation malheureuse au président? Surtout, nous sommes dans un contexte de Covid-19 où la vie est devenue très fragile encore pour les personnes d'un certain âge. Un fil, hein? Et les risques ne sont pas exclus à tous les niveaux de nos institutions. Comment est-ce que nous pourrions gérer une telle situation si elle arrive, si jamais le président du Sénat était aussi dans l'incapacité d'assurer l'intérim? Vous voyez que... Et il y a le premier vice-président. Le premier vice-président, certes, mais ça ouvrira... Abdoulaye Aboubakari. Mais on en arrivera à une situation où la question institutionnelle sera fragilisée. Elle sera néanmoins fragilisée. Donc, il ne faut pas que ça arrive. On devrait penser, et le SDF a bien fait de lever cette question au niveau du Sénat, on devrait penser à la solidité de cette institution qui est la garante de l'intérim si jamais le président venait à avoir une situation malheureuse. C'est quelque chose qu'il faut résoudre pour la prochaine mandature, pour la suite des débats au Sénat. Et je crois que même les sénateurs RDPC devraient prendre cette question très au sérieux en pensant à éventuellement remplacer le président du Sénat. C'est-à-dire, vous dites que ce jour-là, les sénateurs RDPC pourraient, bien seraient obligés de voter un candidat SDF? Vous imaginez un scénario comme celui-là? Dans la mesure où ce candidat SDF a l'assentiment de tout le monde, c'est lui qu'on devrait choisir. C'est faisable? C'est faisable dans le contexte démocratique, parce qu'il s'agit, au-delà des débats partisans, il s'agit de choisir quelqu'un qui est apte à la gestion de la tâche. Au Cameroun? Au Cameroun, c'est difficilement imaginable, mais c'est faisable. Ok. Bon, voilà. Jonathan Batengene, est-ce que vous pensez que Nyadi Fendi, même absent, ne pourra pas être reconduit? Le Cameroun a déjà proposé beaucoup de solutions étranges. Donc, il n'est pas exclu... vous parlez de solutions étranges? Lui, il n'est pas exclu qu'en son absence, il soit proposé et puis reconduit. Parce que, malheureusement... On va voter quelqu'un qui n'est pas présent? On va élire quelqu'un qui n'est pas présent dans la salle? Malheureusement, avec le mécanisme au Cameroun de gestion des institutions, il y a des solutions très étranges qui sont parfois adoptées. Donc, ce genre de solution, ce n'est pas à encourager, mais ça pourrait marcher avec surtout les représentants qui eux-mêmes sentent que leur légitimité est questionnable. Donc, au lieu que d'en arriver à de telles solutions qui vont rendre ridicule le pays, il serait mieux que les sénateurs RDPC, même en leur sein, pensent à un remplacement. Que cette question se pose réellement en interne pour qu'ils puissent nous proposer une solution qui reflète les aspirations légitimes du peuple camerounais aujourd'hui, qui sont de voir des gens aptes à des positions de décision. On a vu ça à une certaine époque à l'Assemblée nationale avec le député Adama Modi. Mais depuis un certain nombre d'années, il n'y a plus ça du côté de l'Assemblée. Hein. Malheureusement, c'est ça. On parle de plus. Vous pensez que dans le RDPC, quelqu'un pourrait se lever pour faire comme Adama Modi il y a quelques années? Il y a beaucoup de personnes compétentes parmi les sénateurs. Il y a des personnes qui ont un CV assez éloquent, qui ont réalisé beaucoup de... C'est le CV qui vous amène, qui fait que vous soyez président du Sénat ou de l'Assemblée? Non, en termes de compétences, on regarde aussi le CV. Parce que si on veut évaluer la compétence d'un individu, on ne regardera pas que le nom. On regardera aussi le CV, on regardera l'intégrité morale et un ensemble d'autres éléments qui permettent d'évaluer sa capacité à décider. Maintenant, il faut
faire confiance à ceux qui, au sein du Sénat, incarnent un certain renouvellement. Le président de la République, lors de son discours à la jeunesse, a parlé de la transition générationnelle. Il serait intéressant de voir qu'au Sénat, cette transition générationnelle est effectivement en cours. Et là, elle viendra de qui, d'où? Alors que on parle de plus en plus de ce côté-là, de discipline du parti. Si la discipline du parti vient plutôt en porte-à-faux avec le discours du président de la République, c'est dire que les militants du RDPC eux-mêmes ne sont pas des militants qui sont favorables à leur président national. Mais s'ils veulent suivre le discours du président national du RDPC, qui est en plus président de la République, il y a la question de la transition générationnelle sur le plan politique qui s'est posée. Et au niveau du Sénat... Qui doit l'impulser? C'est les jeunes eux-mêmes? D'une part, il y a des jeunes qui doivent l'impulser. D'autre part, il y a l'élite politique qui est déjà aux affaires, qui devrait encourager cette jeunesse. Et cette élite politique au sein du RDPC, qui est constituée pour la grande majorité d'anciens hommes d'affaires ou bien d'hommes d'affaires encore en exercice et d'anciens fonctionnaires, cette élite politique doit prendre fait et cause pour la transition générationnelle et proposer pour la présidence du Sénat un candidat qui a, on ne va pas dire parce qu'on ne trouve pas beaucoup de jeunes au Sénat, mais proposer le candidat qui a le plus le profil de cette transition générationnelle, c'est-à-dire l'un des plus jeunes. Il serait mieux, c'est pas faire là l'apologie du jeunisme, mais c'est encourager cette transition générationnelle qui devrait être visible. Surtout, il faut souligner, il y a un médecin, la Covid-19, quand on regarde le taux de décès des personnes d'un certain âge, du 3e âge particulièrement, avec la Covid-19, il est très élevé, c'est plus de 80%. Donc, avoir un jeune ou bien quelqu'un qui est beaucoup plus jeune à la tête du Sénat, ça peut nous rassurer quant à ce que, même si le président qui lui a déjà un certain âge, et ce n'est pas malhonnête que de penser au fait qu'il puisse lui arriver quelque chose, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Si jamais ça arrivait, il faut quelqu'un dont on est sûr qu'il est même capable, en cas d'infection à la Covid, de survivre et de mener à bien la transition telle que le demande la Constitution. Docteur Etoa, il y a cette controverse qui continue, qui a pris véritablement corps sur le vaccin, mais il y a des impératifs. Vous avez vu dans le reportage, les gens continuent, les chauffeurs de taxi, les conducteurs de moto continuent la surcharge. J'ai envie de vous poser cette question qui revient tout le temps. Pourquoi, au lendemain du 17 mars 2020, les Camerounais ont adhéré à ces mesures, aux 13 mesures? Pourquoi aujourd'hui, on semble faire comme si la pandémie n'existait pas? Ça vient de quoi? Ça vient de quoi, selon vous? Pourquoi les Camerounais ont l'impression aujourd'hui que on leur raconte des histoires sur cette maladie? Bon, effectivement, je pense que l'indiscipline qui est la marque caractéristique d'un certain nombre de nos concitoyens. Et au départ, quand la maladie est arrivée, tout le monde attendait des vagues de morts. Et c'est pour ça que les gens sont un peu mis en champ de bataille. Oui. Et quand la vague n'est pas arrivée et que les morts se comptaient plutôt par dizaines ou voire moins, ils se sont dit que le pire est passé. Et donc, ils ont repris les méthodes d'avant. Mais je pense qu'il y a un problème de communication parce que il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. La Covid continue de frapper. Allez aujourd'hui dans les centres de prise en charge, Orca, la Kentini, et ainsi de suite, vous allez voir, les lits sont débordés, les médecins sont débordés. Et il faut qu'on montre ça aux Camerounais. Moi, je suis pour que la communication soit beaucoup plus offensive, pour que les gens voient la réalité. Parfois, on nous accuse d'être soit très alarmistes, dit docteur, vous êtes alarmiste et tout. C'est parce que j'ai l'impression qu'on n'est même pas assez alarmiste pour dire aux citoyens que, attention, nous n'avons pas 400 morts, 1000 morts comme aux États-Unis, mais nous n'avons pas également les capacités hospitalières pour résorber dans le choc
de ces pays. Nous avons un tissu hospitalier qui est faible, qui est fragile, et nous arrivons même déjà à saturation. Donc il faut discipliner les Camerounais, il faut communiquer sur la Quand maladie. vous dites discipliner, le Premier ministre est sorti le 5 mars, il a rappelé un certain nombre de choses, il a insisté sur les rassemblements de plus de 50 personnes qui sont interdits, parce il a dit que cette mesure n'avait pas été levée, mais le même soir on a vu des spectacles, le lendemain on a vu la levée de corps d'un membre du gouvernement avec plus de 50 personnes. Qu'est-ce qui explique ça? Non, je pense qu'il faut choisir clairement le mode de gestion. Il faut choisir le mode de gestion de la cité que nous voulons. Pour cette crise particulièrement, soit on met en place la responsabilité, on promeut la responsabilité individuelle, hein, ça a eu des effets. Est-ce que ça marche? On c'est pour ça que le président l'a dit dans ses discours. Dans certains pays. Il a dit le dernier discours du président, il appelle à la responsabilité individuelle. Dans certains pays, ça marche. Oui. Hein, dans les pays scandinaves, européens, ça marche, la responsabilité individuelle. Mais dans des pays comme le nôtre, la responsabilité individuelle ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut? Et c'est pour cela qu'il faut remettre de la discipline. Il faut mettre de la coercition pour que les gens respectent les lois, respectent les instructions. C'est-à-dire qu'il faut, j'ai presque envie de dire, il faut que les gens aient encore peur de la peur du gendarme. La peur, quand on est tout petit, on dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Il faut qu'on ait encore peur de ça. Il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des amendes. Il faut que on repasse à des méthodes qui sont beaucoup plus contraignantes. Ça, c'est pour contenir la propagation de l'épidémie. Maintenant, à long terme, ces méthodes de coercition très strictes ne sont pas efficaces sur le long terme. Elles marchent sur une courte période où vous pouvez dire aux gens et tout ça, ne sortez pas, ne faites pas ceci. À un moment, il y a un sentiment de lassitude. C'est pour cela qu'il faut penser toujours aux solutions pérennes, et qu'on le veuille ou pas, la vaccination fait partie des solutions pérennes, parce que pour ce genre de personnes indisciplinées, il faut tout simplement qu'elles soient vaccinées. Ok, voilà, on va repartir à Montréal. Professeur Jantou, vous êtes là, toujours? Dites-moi, professeur Jantou, aujourd'hui, les vaccinations ont commencé il y a plusieurs mois déjà. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont déjà reçu leurs 2 doses de vaccin? Et combien de temps dure en fait l'immunité? Oui, tout à fait. Les vaccinations ont commencé ici et au Canada, et ça va très vite parce que dès l'instant où les premières doses ont été administrées, il y a eu un programme pour établir le rythme de deuxième dose, et ce programme a donné lieu à un espacement par rapport à ce qui était prévu en termes de intervalle selon les données de la compagnie. Mais malgré tout, on regarde quand même que 2,2% de la population a déjà reçu une seule dose, et puis 1,4% a reçu 2 doses. Donc c'est quand même un chiffre intéressant, et ça nous permet de nous conforter dans les données qu'on observe cumulées aux mesures dont je parlais, les mesures de restriction. Et c'est important de voir ceci dans le contexte camerounais où je vais revenir un peu en arrière sur les données chiffrées de nombre de cas. Si on regarde la première vague de l'épidémie au Canada, par exemple, on tournait à 1500 nouveaux cas par jour. Et la deuxième vague, on est monté à 5 fois plus, donc on était avec des chiffres autour de 7500 cas par jour. Et pour le contexte camerounais, en se projetant dans un même parallèle, on est actuellement dans la première vague à 500 cas par jour, et dans la deuxième vague, un peu plus de 2500 nouveaux cas par jour. Donc, si on ne fait pas attention à l'étalement de ces cas dans le temps, le système va être très rapidement saturé. Et donc, qui dit nombre de cas quotidiens dans un intervalle réduit, dit effectivement autre mesure d'approche, le respect des mesures barrières, parce que la vaccination elle seule n'aura pas un effet immédiat. Il y a une latence entre le début du programme vaccinal et l'action sur le terrain en termes d'efficacité.
Voilà, merci professeur Janchou. On va aller en France. Une question personnelle, docteur Nokam. On constate de plus en plus que beaucoup de personnel de santé boudent, sont un peu réfractaires au vaccin. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Si vous, déjà, personnel de santé, vous traînez la patte, quid des autres? De la du docteur Nokam, je vous en prie. Le docteur Nokam. On va venir au docteur Nokam. On veut cette réponse. Docteur Nokam. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, on va repartir. On va repartir à Montréal. Professeur Janchou, est-ce que là-bas, comment le personnel de santé accueille la vaccination? C'est le même défi dans beaucoup de pays et ici on a la même problématique en termes d'appréhension, mais cette appréhension au fil du temps, cette appréhension au fil du temps diminue et actuellement on peut se rendre compte que beaucoup de ces personnels se font vacciner et comme je le disais en préambule, on a déjà plus de la moitié du corps médical et du personnel soins infirmiers et autres qui a suivi le programme de vaccination et c'est en train d'augmenter. Docteur Nokam, à vous. Oui, effectivement, oui. Excusez-moi, tout à l'heure, j'avais oublié d'allumer mon micro. Donc, c'est que, bon, effectivement, le personnel de santé est comme la population générale. Il y a des gens qui sont dubitatifs. Pour mon cas personnel, bon, moi, j'ai pris mon rendez-vous le 26 mars pour ma première dose et le 22 avril pour la deuxième dose. Je vais vous dire, autour de moi, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers que je vois sont plutôt en attente du vaccin. Nous, par exemple, au CHU de Caen, le personnel est vacciné directement dans le service. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont entendu des informations qui allaient dans tous les sens et qui ont un peu de recul. Le médecin n'est pas différent de la population. Donc, l'objectif actuellement est de sensibiliser. Mais je pense que plus les gens seront vaccinés, plus les autres seront convaincus et vont se faire vacciner. Donc nous, par exemple, dans notre conseil de neurologue à Normandie, on conseille, quand on se fait vacciner, de faire un selfie et d'envoyer à nos patients. Donc quand je me fais vacciner, je vais me filmer, je vais envoyer mes patients pour les convaincre. J'envoie mes patients, mes infirmières, et ça permet de convaincre les gens. Donc je pense que c'est ainsi de suite qu'on pourra convaincre les gens. Le Premier ministre français, qui est neurologue, s'est fait vacciner devant la presse. Tout le monde a vu. Donc, et ça a convaincu beaucoup de gens. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver. Parce qu'il faut dire que ce vaccin est quand même nouveau, notamment le vaccin Pfizer. C'est la première fois qu'on fait un tel vaccin sur l'être humain. Donc, c'est normal que les gens soient un peu dubitatifs. Mais au fur et à mesure, les gens seront convaincus. Il faut dire que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne se font pas vacciner pour la grippe. Pourtant, qui ont peur du vaccin de la grippe. Donc, pourtant, ça existe depuis plusieurs années. C'est une réaction normale de l'être humain. Donc, tout ça, ça va passer. Une dernière question pour sortir. D'abord, vous restez. Docteur Nokam, vous allez nous dire, vous êtes des Africains, mais vous exercez en France et au Canada pour le professeur Janchou. Pourquoi, selon vous, le déploiement des vaccins est lent en Afrique? Qu'est-ce qui est ça? Bon, déjà, il faut dire que le vaccin, ce n'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent. Ici, en Europe, il y a eu une mutualisation des coûts. Donc, l'Union européenne a commandé les doses pour la population européenne et après, chaque pays a pu en acheter. Donc, je pense que, bon, malheureusement, nous, en Afrique, on n'a pas fait de précommande. Il y a certains pays qui avaient participé aux essais pour pouvoir en bénéficier, comme le Maroc. Nous, au Cameroun, nous ne l'avons pas fait. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver de l'argent pour en acheter ou qu'on puisse attendre des dons. Mais bon, l'idéal serait qu'on l'achète. Et je pense aussi qu'en Afrique, il y a eu beaucoup, je ne vais pas dire des apprentis sorciers, mais il y a eu beaucoup de vaccins bashing. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des gens qui disaient que les Européens veulent venir contaminer l'Afrique, veulent venir injecter des trucs aux Africains. On a présenté l'Européen comme le méchant qui va venir tuer la population africaine. Donc, du coup, en Afrique, il faudra du temps pour convaincre les gens. Bon, en attendant, les Européens se font vacciner.
comme je disais tantôt, ici en Europe, les gens se bousculent. Les gens négocient pour avoir les rendez-vous. Parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas vacciner tout le monde et qu'il y a des prioritaires qui sont le personnel de santé, les personnes âgées. En Afrique, moi je conseille aux miens qui peuvent, quand il y aura possibilité de se faire vacciner, de se faire vacciner. Parce que je ne pense pas que parce qu'on est vacciné, comme je vais me faire vacciner bientôt par Pfizer, je ne pense pas qu'avec la 5G, je serai connecté. Je ne pense pas que je serai suivi parce que je vais me faire vacciner. Donc je vais me faire vacciner, je vais prendre une photo, je vais envoyer au mien, parce que moi j'ai lu beaucoup là-dessus. Je suis convaincu que ça ne va pas me transformer en zombie, le fait de me faire vacciner, contrairement à ce qui s'est dit. Et je pense que c'est ce message-là qu'il faudrait qu'on passe à nos parents, à nos amis, à nos frères en Afrique. Et que l'État aussi puisse investir dans cela, parce que comme disait Roger, Docteur et toi, c'est le seul moyen pour nous de sortir définitivement de ce futur virus. Sinon, on va se faire contaminer, et le plus de virus reste dans le corps, plus il crée de nouveaux variants, il fait des variants, et un jour, il y aura un variant camerounais, si on ne fait rien. Comme il y a eu des variants sud-africains, comme des variants de donc, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes, et trouver un moyen d'éradiquer ce virus, parce que c'est toujours mieux de marcher avec un masque, de prendre le taxi avec le masque, de ne pas d'aller au bar avec un masque. Donc, le seul moyen pour nous d'éradiquer cela, c'est ça, le vaccin, je le pense. Et voilà. Merci, Dr Nokan, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes neurologue, vous êtes à Deauville, en France. Professeur Djancho, pour vous, pourquoi le déploiement des vaccins, pourquoi ça traîne pour l'Afrique? C'est vraiment une question d'anticipation, parce que si on se projette en arrière dans le temps, on se rend compte que les approches vaccinales actuelles remontent déjà à plusieurs mois en termes de discussion, de stratégie. Donc, lorsque les premières études ont commencé, il y a déjà eu des comités ad hoc mis sur pied pour réfléchir à comment on va établir ces programmes de vaccination. Et c'est pour ça que les premières études qui ont été faites pour décrire, caractériser les malades, visaient justement à pouvoir anticiper cela. Et une des choses qu'on a à déplorer pour ce qui est de l'Afrique, c'est qu'on manque de ces données en termes de population, comment l'épidémie a été meurtrière dans certaines catégories et comment est-ce que le système de soins peut pallier à ça. C'est pas le premier vaccin qui va être utilisé en Afrique, il y en a eu plusieurs. Mais dans le cas actuel, l'urgence mériterait de mettre en place ces stratégies parce qu'on veut encore, comme je l'ai mentionné il y a quelques jours, protéger le corps médical qui est vraiment aux premières lignes et qui est exposé. Et je voudrais ici prendre une minute pour saluer tout le corps médical, ceux qui ont été au front dans les unités Covid, mais aussi ceux qui sont dans le suivi des malades. Je salue au passage une cousine, Gisèle, qui est kinésithérapeute, qui travaille fort, comme beaucoup d'autres soignants, pour continuer à s'occuper des maladies chroniques, parce que finalement, c'est aussi ça qu'on veut préserver, c'est que le vaccin va permettre de continuer à fonctionner normalement, à continuer à prendre en charge les cancers, à continuer à prendre en charge les diabètes, et à continuer à prendre en charge toutes les autres maladies. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement mette sur pied un comité rapide pour essayer de pallier à ça. Parce que quand le vaccin va arriver, si c'est le désordre, s'il y a des programmes qui sont faits de façon anarchique, ça n'ira pas. Il faut vraiment qu'il y ait un programme établi et suivi pour permettre une efficacité. Et je termine en disant que même quand la première dose est faite, il faut continuer à se protéger parce que ce n'est pas encore complètement efficace. Il faut faire le programme vaccinal entier. Jean-Tchou Prévost, gastro-entérologue, pédiatre depuis Montréal au Canada. Jonathan Batengene, vous êtes pour le vaccin, mais aussi il faut tenir compte des solutions endogènes. Tout à fait, il faut continuer avec le vaccin parce que c'est une solution entre autres. Il ne faut pas négliger les solutions endogènes que nous avons commencé à développer. Il faut même mener des études là-dessus pour voir quelle est leur efficacité, si jamais elle en a. Et également explorer de nouvelles voies parce que la recherche scientifique, elle est très peu développée en Afrique. Mais à l'occasion de cette Covid, on a vu des unités de séquençage qui se sont développées dans 46 pays africains, entre autres le Cameroun. C'est déjà intéressant, c'est un bon début. 47 pays. Ces unités de séquençage, c'est une belle avancée dans la recherche sur la génétique. Donc,
nous pouvons profiter de cette occasion pour booster notre avancée sur le plan de la recherche scientifique. Merci. Ça ne doit pas s'arrêter là. La Covid doit être une opportunité pour notre gouvernement d'avancer. Merci Jonathan Batengene. Docteur, et toi, je vais dire pro-vaccin. Oui, je suis évidemment un pro-vaccin déclaré, mais je dis juste que pour ce qui concerne notre pays, j'aurais aimé, dans le meilleur des cas, qu'on choisisse le meilleur des vaccins et tout ça, qui est Pfizer, BioNTech, mais le vaccin... Mais il coûte cher. Oui, il coûte cher. Le vaccin, il y a des enjeux sanitaires, c'est-à-dire que quel est le vaccin qui est le plus efficace. Il y a des enjeux économiques, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont investi... Il y a aussi un problème de conservation, hein. Oui. Pfizer et BioNTech. Exactement. Ça dit que non seulement il coûte cher, mais il y a des problèmes de logistique. Oui, ensuite, il y a des enjeux, les vaccins, des enjeux économiques, parce qu'il y a des gens qui ont investi de l'argent dessus. Ils attendent un retour sur investissement, et notamment les firmes pharmaceutiques. On est dans un monde libéral. Ensuite, enfin, il y a des enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, vous voyez bien que les pays qui produisent les vaccins sont en train d'utiliser le vaccin comme une arme d'influence. Ouais. Vous voyez par exemple la Chine ou la Russie se baladent avec leur vaccin, ils récupèrent des morceaux de territoire que d'autres pays, d'autres puissances comme la France n'ont pas pu produire. Vous voyez, Macron, je reviens tout le temps, il faut qu'on donne les vaccins à l'Afrique. Ouais. Il veut bien, mais il ne peut pas. Mais plus tard, ils seront obligés, j'ai un peu dit sortir cette note d'espoir, ils sont obligés de nous aider, entre guillemets, parce que le nationalisme vaccinal a des limites. Ils savent que même s'ils sont protégés par la vaccination, les pays du Sud ont également besoin d'être protégés, parce que c'est là où ils délocalisent leurs entreprises, et si les pays du Sud continuent d'être infectés, le virus va reprendre le chemin inverse pour aller les infecter. Merci. Donc on attend la vaccination. Voilà, merci docteur et toi, merci à vous également Jonathan Batengene, merci au professeur Jean-Thio Prévost, merci au docteur Nokam Ghislain depuis Deauville. Madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, d'où maintenant.